Bonsoir à tous et à toutes. Il est 17h05, on va démarrer cette conférence. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Fink-Brentano, professeur émérite de pharmacologie à Sorbonne Université, mais il a deux fonctions qui m'importent particulièrement et qui probablement expliquent le titre de cette conférence. D'abord, c'est mon référent intégrité scientifique pour la faculté de santé, chose qui d'ailleurs n'a pas toujours été acceptée par les autorités de tutelle, disant que non, il doit y avoir un seul référent pour toute l'université. Moi, j'ai dit, non, pour la faculté de santé, comme ça touche... on a un petit partenaire qui s'appelle l'hôpital, avec des patients, et l'université, c'est pas toujours ce qui se passe avec les données patients, la recherche patient. Moi, il me faut un référent intégrité scientifique pour la faculté de santé, donc le voici. Et puis surtout, il anime, Christian, un groupe d'experts pour la conférence des doyens de médecine et pour le CNU Santé qui s'occupe de manière active de toute la liste des revues recommandées par la conférence des doyens et le CNU Santé, revues donc recommandées car présumées non prédatrices. C'est un sujet qu'on avait démarré il y a très longtemps lorsque cette première liste a été publiée sous l'égide de Sorbonne Université. Elle est devenue progressivement une liste nationale remise à jour et donc je tiens beaucoup à cet exercice-là. Et donc ça fait un lien évident avec le titre de cette conférence, le côté obscur de la médecine fondée sur les preuves. Ça me semblait être important d'aborder ce sujet parce que la médecine fondée sur les preuves, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on enseigne dans les facultés de santé. Il est bien de connaître un petit peu le côté obscur. Certaines autres personnes utilisaient un autre terme. J'ai vu comme ça dans un article le côté les embellissements. C'est vrai que ça présente mieux les embellissements. C'est peut-être pas tout à fait le bon terme pour qualifier les choses. Christian, nous t'écoutons avec grand plaisir. Merci. Merci Bruno, vous m'entendez? Oui. Effectivement, le titre est volontairement provocateur, mais vous allez voir que je vais peu à peu adoucir ou amender ce titre un peu provocateur. Je commence bien entendu par mes liens d'intérêt et en présence de mon camarade, ici j'appelle ça donc des conflits d'intérêts potentiels. Je suis membre du conseil scientifique de différentes institutions. J'ai une activité de consultant pour l'industrie pharmaceutique depuis des années qui m'a appris beaucoup de choses qui m'ont permis de détecter ce dont je vais vous parler un peu plus tard. Je suis donc le référent intégrité scientifique délégué pour la faculté de santé de Sorbonne Université. Il n'y a qu'un seul RIS à Sorbonne Université qui est Roger Guérin. Et je suis membre de l'Office de l'intégrité scientifique de la PHP et donc le coordinateur du groupe de la liste des revues recommandées par la conférence des doyennes et doyens et le CNU Santé. Donc, on va parler d'evidence-based medicine. J'utiliserai ce terme ou EBM plus rapide que de parler de médecine fondée sur les preuves, mais c'est bien la même chose. C'est un concept qui a été introduit dans les années 90 par Gordon Guyat et son patron David Sackett, à l'université McMaster au Canada et qui a été défini comme étant l'utilisation des meilleures données disponibles pour prendre des décisions concernant les soins prodigués à chaque patient. Donc le jeu consiste à prendre des données générales et à en tirer des conclusions pour chaque patient individuel. Et donc il a été défini que ça impliquait d'intégrer une expertise clinique individuelle. Et on a souvent largement oublié le fait que l'expertise clinique individuelle fait partie de l'EBM, mais surtout d'utiliser les meilleures données cliniques externes issues de la recherche systématique, c'est-à-dire en pratique des publications médicales auxquelles on a accès. Et donc c'est de ces publications dont je vais parler aujourd'hui. Les publications, elles se font selon des niveaux de preuve croissants. J'aime bien il y a plein de versions de cette pyramide. J'aime bien cette version parce que tout en bas sont mis les avis d'experts, comme si c'était la chose la plus inutile qu'il y avait à prendre en compte. Et effectivement, c'est pas parce qu'on est un expert que ce qu'on dit est exact. Et vous connaissez la différence qu'il y a entre un expert et le TGV. C'est que quand le TGV déraille, lui, il s'arrête.
Et donc, il y a toute une série d'études. Et en fait, les études principales sont soit des études observationnelles, études cas témoins où on compare des cas malades à des témoins non malades et on essaye de dégager des contrastes pour expliquer pourquoi des gens sont malades avec des techniques d'ajustement. Les études de cohorte qui consistent à suivre une population et à déterminer si l'exposition ou la non-exposition à différents facteurs permet de prédire l'arrivée de maladies ou l'intérêt de tests diagnostiques. Ce sont donc des techniques épidémiologiques. Et puis il y a les essais cliniques qui font partie de ce qu'on appelle les études interventionnelles, qui sont des essais au cours desquels on intervient, on donne un médicament, on décide de faire un test, on utilise un dosage en vue de prédire un devenir. Et ce sont les essais randomisés contrôlés qui sont considérés comme étant la plus robuste des manières d'étudier une question. Sauf que les essais cliniques randomisés, c'est contrôlé, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre, ça coûte très cher, et par ailleurs, ça ne répond pas du tout à l'immense majorité des questions qu'on peut se poser en médecine. Et donc, ces deux sources, essais cliniques et études observationnelles, constituent les sources de l'evidence-based medicine. Et ces sources sont utilisées pour constituer des revues systématiques et des méta-analyses qui regroupent, qui compilent ces études, les regroupent, éventuellement font des analyses statistiques dessus, et ce niveau est considéré comme étant ce qu'il y a de plus robuste pour l'information médicale. Alors, on pourra en discuter, c'est contesté, mais enfin, toujours est-il que le sujet, c'est les essais cliniques, notamment les essais cliniques randomisés, j'ai barré la ligne essais non randomisés, et les études observationnelles. Et toutes ces études se publient, et j'ai regardé PubMed avec les codes par type d'article, et en fait, sur ces dernières années, on a vu augmenter progressivement la proportion d'études observationnelles, et par rapport aux essais contrôlés randomisés, qui restent quand même majoritaires. Mais en fait, si on considère l'ensemble du tableau, les essais cliniques randomisés de phase 3, c'est-à-dire ceux qui évaluent les médicaments et les interventions, ne représentent qu'une fraction faible des essais cliniques randomisés, qui sont également adaptables dans les phases précoces de développement des médicaments. Mais en gros, on a autour de 23 000 publications indexées dans PubMed pour les essais contrôlés randomisés et autour de 17 000 par an pour les études observationnelles. Donc une masse d'informations considérable qui se publie dans des journaux dont le nombre augmente de manière impressionnante ces dernières années. Et ici est représenté à gauche le nombre d'articles publiés selon les grands éditeurs. Alors les deux grands éditeurs historiques sont Elsevier et Springer, qui, comme vous le voyez, ont également vu augmenter le nombre d'articles qu'ils publient. Et puis deux petits nouveaux, si je puis dire, qui existent depuis déjà 15-20 ans, mais qui se sont mis à publier drastiquement et en masse des articles en accès ouvert, payant, et qu'on a eu l'occasion de suspecter qu'ils étaient discrètement complaisants à l'occasion dans l'acceptation des papiers, d'où le terme de revue prédatrice. Alors je ne suis pas en train de dire, je parle pour les juristes de ces éditeurs, que tout ce qui se publie chez ces éditeurs est issu de revues suspectes, mais clairement, il y a un problème de difficulté éditoriale, sachant que le profit généré par cette activité est estimé en 2023 à 2,5 milliards de dollars, donc ce n'est pas une petite activité. Et effectivement, ça pose le problème. On publie à compte d'auteur. Si les auteurs payent et que leur papier est pris tout de suite, ce n'est pas très bien. Et donc, les journaux dits prédateurs, qu'on devrait plutôt appeler les journaux complaisants, sont aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. Il y a eu en début d'année un article qui a été écrit, publié dans une quinzaine de revues internationales, mettant en avant le risque de publier dans ces revues prédatrices extrêmement difficiles à identifier, ne serait-ce que parce que les éditeurs suspects ont également des publications qui sont tout à fait honorables et bien travaillées. Et donc, Hervé Maisonneuve a écrit un très bon papier dans le Bulletin du cancer en 2025
que je vous recommande parce qu'il fait tout l'historique de ce développement et il a séparé, ce qui est assez réaliste, les deux extrêmes, c'est-à-dire les papiers clairement frauduleux. Je ne détaille pas, c'est n'importe quoi. Vous envoyez un papier, il est publié même sans être reviewé et on vous demande de payer tout de suite des frais d'implication. À l'autre extrême, celui sur lequel se fonde l'Evidence-Based Medicine, qui sont des revues de qualité. Et il y a des très bonnes revues de qualité et heureusement une majorité de très bonnes revues de qualité. Et puis au milieu, les revues qu'on appelle souvent les revues grises, qui sont prédatrices ou pas prédatrices, complaisantes à la limite et qui ont des pratiques qui sont, disons, contestables. Et une même revue peut très bien publier des articles qui ont été revus par les pairs de manière rigoureuse et cette même revue pourra accepter des articles quasiment sans aucune critique sérieuse. Et donc ça devient très difficile d'identifier pour un article donné s'il est bien ou pas bien. Alors, pour lutter contre ce phénomène des revues prédatrices qui polluent l'Evidence-Based Medicine et sa qualité, il y a des listes noires et des listes blanches. Quand je dis il y a des listes noires, en fait, il y a une liste noire principale, dont je vous donne la référence ici, predatoryjournals.org, qui se cache, puisqu'elle est régulièrement attaquée par les éditeurs qui ne sont pas du tout contents de voir leurs journaux listés sur ce site. Mais j'ai testé à plusieurs reprises ce site en demandant ce que le site pensait d'une revue qui me paraissait suspecte, et j'ai toujours eu des réponses extrêmement documentées me disant oui ou non. Et donc, c'est assez utile, ça n'est pas nécessairement exhaustif. Et puis, comme on ne peut pas être exhaustif et il est très difficile de définir ce qu'est une revue prédatrice, eh bien, finalement, à l'initiative d'ailleurs de Bruno Rioux, Sorbonne Université a constitué entre 2020 et 2021, beaucoup d'entre vous ont dû y participer, une liste de revues recommandées qui a ensuite été proposée à la conférence des doyens, à l'époque qui ne s'appelait pas encore la conférence des doyennes et doyens des facultés de médecine et au CNU Santé, et qui a évolué, a été modifié par ces instances et a fini par devenir une liste officielle dont j'ai la charge de mettre à jour les titres avec un groupe, je ne suis pas tout seul, où on reçoit des demandes et toutes les informations peuvent se trouver sur ce site. Ça n'est pas l'objet principal de la présentation d'aujourd'hui, mais il faut savoir voilà, qu'il y a des actions très, très efficaces, enfin j'espère efficaces, pour lutter contre ces revues complaisantes. Vous allez vous demander qu'est-ce que vient faire cette photo ici. Cette photo a été prise à Wimbledon en 2005 lors de la première participation de Djokovic au tournoi de Wimbledon. Et il tenait dans ses bras Carlos Alcaraz, 2 ans, et Yannick Sinner, 4 ans. Bien entendu, cette photo n'a jamais pu être prise. Elle a été totalement générée par une machine, de la même manière qu'ont été générés par une machine des articles qui ont été détectés comme ayant été générés par des machines, ce qu'on appelle des paper mills, des moulins à papier aux États-Unis en anglais et des usines à papier en français. Et ces 2 articles-là ne sont que la partie que je présente d'une masse de revues qui aujourd'hui, d'articles qui sortent de manière complètement artificielle, fabriqués par des entreprises privées, souvent chinoises ou indiennes, qui proposent d'écrire un article de toute pièce et de vendre les places d'auteur à des gens qui sont prêts à payer pour être auteurs d'un article totalement fictif. Et donc ces articles ont été détectés et rétractés, et la lutte s'organise contre ces différentes machines qui posent un énorme problème dans ce papier très récent qui est un peu compliqué, mais avec au moins ces figures sont claires. Ce qui est montré, c'est que quand on regarde tous les articles scientifiques, on voit une augmentation progressive. Il y a une augmentation plus importante des articles qui sont commentés dans PubPeer, qui est une plateforme de commentaires critiques qui suggère parfois des copies d'images, des duplications d'images, des trafics de données. Et on voit que les publications, les revues commentées dans PubPeer augmentent plus vite que le nombre d'articles scientifiques. Il y a également une augmentation du nombre de rétractations d'articles. Certaines peuvent être vertueuses, mais beaucoup de rétractations sont dues à des failles ou des falsifications de données qui sont détectées une fois que l'article a été publié et qu'il est lu par d'autres. Et puis on voit que les paper mills, les usines à papier, augmentent à une vitesse absolument infernale et posent un énorme problème de clarification de est-ce que la science reste aussi pure que ce qu'on aimerait qu'elle soit.
Et puis les plateformes qui référencent les journaux qui publient tous ces articles, le Web of Science en est la principale, voient aussi augmenter le nombre de leurs journaux qui ont des commentaires dans PubPeer. Ils en désindexent un certain nombre chaque année, mais ils en désindexent moins que l'augmentation des papiers artificiels, des paper mills qui sont publiés dans ces revues. Et d'ailleurs, un certain nombre d'institutions se sont désabonnées du Web of Science, qui est un service qui coûte cher, le CNRS étant le dernier qui a décidé de se désengager du Web of Science. Le problème que ça pose, c'est que si on a des articles rétractés qui sont inclus dans des analyses des revues systématiques, qui, je vous le rappelle, sont au sommet de la pyramide du niveau de preuve, eh ben, ça pose problème. Et en fait, dans ce papier récent, encore cette année, je ne cite que des articles dans des revues qui sont hautement recommandables. Il a été montré que, certes, sur une proportion très faible, 299 des 200 000 revues systématiques qui ont été examinées, donc 0,15%, c'est pas énorme, utilisaient des revues systématiques en citant des articles qui avaient été rétractés parfois 240 jours en moyenne, 240 jours avant la publication de la revue systématique. Et on dit que c'est pas beaucoup, certes, mais ce qu'on voit, c'est que sur les 5 dernières années, la proportion augmente. Donc il y a de plus en plus de revues systématiques qui incluent des articles qui sont rétractés, donc suspects d'avoir dit n'importe quoi. Donc si on fait une analyse statistique en se fondant sur des données qui sont rétractées, ça pose un problème en termes de qualité de l'information. Alors, la lutte s'organise et je suis assez confiant sur le fait qu'à terme, la victoire sera remportée sur ces revues et ces articles problématiques. Et Guillaume Cabanac, qui est professeur d'informatique à Toulouse, a fait un site qui s'appelle Problematic Paper Screener, qui permet de screener les papiers de manière automatique sur la recherche de phrases gérées par intelligence artificielle, et qu'il donne une forte probabilité que ces revues aient été écrites par des machines. Et il a fait une très belle présentation et il l'a mise sur HAL en accès libre. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, toutes les références sont là. Et puis, il y a également un mouvement général sur la tentative de lutter contre les infos, les infox, comme on les appelle. Donc l'INSERM a fait un site Canal Détox qui aborde ce sujet au cas par cas. Il y a d'autres initiatives et comme vous le savez peut-être, le ministre de la Santé a mandaté 3 universitaires Dominique Castagliola, Hervé Maisonneuve et Mathieu Molimar pour faire un rapport sur les stratégies de lutte contre les fake news en médecine, ce qui est devenu un problème de santé publique absolument majeur. Et donc la question que je me pose et que je vous pose, et je n'ai évidemment pas la réponse à cette question, c'est est-ce que l'IA générative va se suicider ? Puisque finalement, elle va puiser dans des données qui sont en libre accès, que dans les données en libre accès, il y a des revues prédatrices, des articles totalement bidons, et qu'on se demande si ce que génère l'intelligence artificielle générative en allant puiser dans ces données ne génère pas des données qui sont complètement fausses. Alors, je suis assez confiant sur le fait que l'IA saura trouver une méthodologie qui permettra de contrer ces sources tordues d'informations. Mais en tout cas, la question, je trouve, est pertinente et je ne sais pas si on pourra y répondre très vite. Donc, première partie de mon exposé, l'évidence-based medicine est aujourd'hui contrebalancée par les journaux prédateurs, les usines à papier et surtout ce volume gigantesque de papier scientifique qui sortent. Et donc, vous imaginez bien que se pose le problème de l'évaluation par les pairs. Comment peut-on évaluer une telle quantité de papiers qui sortent ? Et il est même envisagé aujourd'hui, le New England est en train de faire ça, de demander l'évaluation des manuscrits soumis par des intelligences artificielles. Donc, on se mord la queue où on va faire l'évaluation qui aujourd'hui est faite par les pairs, par des machines. Et donc ce système, et vous voyez que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite puisqu'elle fait des fautes d'orthographe quand je lui ai demandé de faire des dessins pour évoquer mon sujet, mais clairement le système de l'évaluation par les pairs est menacé. Et donc c'est un aspect de la face obscure de l'évidence-based medicine qui concerne les données sources et les publications non vertueuses.
Mais en fait, la médecine fondée sur l'épreuve, L', c'est la référence. Le BM, c'est d'abord des manuscrits qui sont envoyés à des journaux fiables, qui sont évalués par des pairs, et des pairs toxiques, armés de toutes formes d'armes, qui critiquent le manuscrit en question, qui demandent des révisions ou qui rejettent l'article. Et lorsque, au terme de ce processus que beaucoup d'entre vous connaissent et que nous avons tous souffert de se faire jeter des papiers, de les resoumettre, d'avoir des commentaires parfois qu'on trouvait inexplicables, mais le commentaire est le commentaire, et il faut y répondre. Et donc le processus d'évaluation par les pairs, on peut dire ce qu'on veut, mais aboutit à ce que quand même ce qui se publie soit raisonnable. Donc il y a beaucoup plus de lumière sur l'évidence-based medicine que d'ombre et de côté obscur. Je tiens à le préciser, j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Je ne suis pas là pour dézinguer et démolir l'évidence-based medicine qui est le fondement du progrès médical. Mais quand même, de temps en temps, on a le sentiment, comme le disait Bruno en introduction, que l'évidence-based medicine et les papiers qui sont publiés ont tendance à un peu exagérer les choses, à embellir les données. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT et à Gemini de me dessiner une image qui reflète l'exagération des résultats des études cliniques en médecine. Je n'ai pas dit des études thérapeutiques, hein, des études cliniques. Et il m'a sorti de très beaux dessins. Enfin, chacun m'a sorti un dessin représentant un docteur extrêmement heureux que son médicament soit fantastique, avec vraiment des perspectives extrêmement joyeuses, et puis plein de dollars, des montées d'actions pour les études cliniques. Bref, un élan d'optimisme absolument infernal. Et l'optimisme dans les résultats des études prévaut dans l'embellissement. Et je rappelle la définition que Gustave Flaubert a donnée d'un optimiste dans son dictionnaire des idées reçues. Et finalement, cet optimisme peut contrevenir, pas toujours, mais peut contrevenir à deux principes fondamentaux des 4 principes du Code européen pour une recherche intègre, qui sont la fiabilité et l'honnêteté. Et on est bien placé pour savoir que la difficulté quand on fait une recherche, c'est d'être dans une position neutre, d'être fiable dans la façon dont on génère des données. Et c'est ça, l'intégrité scientifique, c'est essentiel. Et les failles que je vous propose de discuter maintenant sont des exemples de petites ou grandes dérives qu'il y a autour de ces principes de fiabilité et d'honnêteté. Donc je commence par un exemple sur la réduction de l'échelle des ordonnées pour amplifier les différences entre des courbes. Donc c'est illustré, toujours à un papier du New England Journal of Medicine, qui n'est pas la plus mauvaise gazette qui existe, où les auteurs inquiètent sur l'augmentation de l'incidence des cancers colorectaux dans la population des sujets âgés de moins de 50 ans. Et ils montrent que ça monte chez les moins de 50 ans, alors que c'est stable entre 50 et 64 ans, et que ça diminue au-delà de 65 ans. Et ils montrent ça pour l'incidence et pour la mortalité, à peu près les mêmes courbes. Et un lecteur, ou plusieurs lecteurs de ce superbe papier, ont fait la remarque que l'amplification de l'échelle donnait une impression d'augmentation très inquiétante chez les jeunes, alors que si on représente sur une même échelle toutes ces courbes, eh bien on voit que les jeunes tout en bas n'ont pas franchement un taux extrêmement inquiétant à visualiser. Donc effectivement, pour délivrer le message que c'est inquiétant l'augmentation de l'incidence des cancers colorectaux chez les jeunes, on amplifie l'échelle et on a tout de suite un effet beaucoup plus visuellement important. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème d'augmentation potentielle du risque de l'incidence des cancers colorectaux chez les jeunes. Je dis juste qu'il faut garder la mesure de l'amplification de ce phénomène qu'on voit ici être très faible. Autre grand classique des analyses, c'est que quand on teste des hypothèses en médecine, je ne suis pas statisticien, mais quand même, la base, c'est qu'on prend un risque de rejeter à tort l'hypothèse nulle, c'est-à-dire de dire qu'il y a une différence alors qu'elle n'existe pas, et pour des raisons que je ne connais pas bien, mais qu'on m'a dit être liées à des paris sur les chevaux, les courses de chevaux à Londres au début du 19e siècle, ou à la fin du 19e siècle, on accepte un risque de 5% de se tromper. Donc on accepte de dire, dans 5% des cas, j'ai dit qu'il y avait une différence, que je rejetais l'hypothèse qu'il n'y en avait pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. 5% de chance de dire qu'il y a une différence alors qu'en fait, elle n'existe pas. Alors ce 5% a été très contesté. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait donner 1%, voire plus, être plus exigeant.
Et je me souviens d'ailleurs, à Saint-Antoine, il y a très longtemps de ça, Georges Sarpak avait fait une communication après avoir reçu le prix Nobel. Et il avait dit, vous êtes marrant en médecine, vous testez vos hypothèses avec 5% de chance de vous tromper. Si moi, j'avais été voir mon patron et je lui avais dit, j'ai identifié une nouvelle particule dans l'univers, mais il y a 5% de chance que je me sois trompé, il m'aurait dit, coup de coco, retourne travailler, quand tu auras ta particule, tu reviendras me voir. Hein. On n'est pas dans le même domaine. Mais le problème, c'est que quand on multiplie les tests, eh bien, on crée une inflation de ce risque alpha, ce qui fait que si on fait 3 comparaisons, 3 tests, le risque alpha n'est plus de 5%, mais de 23%. Et donc, on ajuste les calculs pour prendre en compte cette inflation de risque alpha. Il y a des techniques qui permettent de le faire. Et dans cette étude qui a repris 500 études randomisées, contrôlées en cardiologie, je prends beaucoup d'exemples en cardio, je suis désolé, je suis cardiologue au départ, personne n'est parfait, concernant différents types d'interventions, médicaments, procédures, dispositifs médicaux, chirurgie et autres, différentes tailles d'essais et différents types d'études regardant ou non la mortalité. Dans environ 50 à 60% des cas, l'analyse du critère primaire était multiple. Et sur ces 60% des cas, seulement 20-30% ajustaient le calcul statistique pour prendre en compte la multiplicité des tests statistiques. Donc, petit problème de manipulation des données dans ce cas présent. Autre situation fréquente, c'est celle d'une étude observationnelle de taille très importante sur une grosse population qui aboutit à une différence de faible amplitude, statistiquement significative, mais finalement cliniquement assez peu pertinente ou en tout cas incertaine. Et on souligne souvent l'importance du risque relatif et je vais expliquer pourquoi ça peut poser problème, en tout cas en interprétation. Ceci est une vieille étude, toujours dans le New England, d'une équipe excellente. J'ai travaillé pas loin de chez eux quand j'étais aux États-Unis, qui a regardé sur une base de données de 1 300 250 000 personnes années de suivi, presque 1500 cas j'adore le terme, de mort subite confirmée de cause cardiaque. Alors je rappelle que les malades prennent rarement rendez-vous avec leur médecin pour mourir avec une cause identifiable et que identifier une cause de décès, c'est compliqué. Enfin bon, donc ils avaient un diagnostic de mort subite avec l'érythromycine orale, médicament très largement prescrit, dont on sait qu'il a un potentiel d'allonger la repolarisation et de provoquer des torsades de pointe. Il y a des cas en pharmacovigilance absolument incontestables qui montrent ça, et même in vitro, ça se reproduit tout à fait. Et ils ont trouvé un résultat très inquiétant qui montrait que chez les patients recevant de l'érythromycine seule, il y avait une augmentation du risque d'un facteur 2. Et c'est ceux qui prenaient de l'érythromycine avec un inhibiteur de son élimination dans l'organisme, donc qui faisait augmenter les concentrations d'érythromycine, le risque passait à un facteur 5. Ce qui est assez flippant quand on y pense. Je prends de l'érythromycine avec un médicament qui inhibe son métabolisme et j'ai 5 fois plus de chances de faire une mort subite. Maintenant, quand on regarde les chiffres absolus sur lesquels ce calcul a été fait, c'est 3 cas pour le risque de 5 fois plus et 10 cas pour le risque de 2 fois plus, avec un intervalle de confiance relativement large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que statistiquement, le risque existe. On le savait que l'érythromycine peut provoquer des torsades de pointe. Mais on voit que quantitativement, cette présentation sous la forme de « ça augmente le risque d'un facteur 5 » est un petit peu exagérée ou fait peur. En fait, quand on lit l'article, les données sont disponibles. Mais dans l'abstract, il est nullement dit que ce chiffre est calculé sur un effectif aussi faible. Et par ailleurs, j'en ai profité pour montrer une diapositive plus ancienne qui était un travail exigé par la FDA pour réanalyser les morts subites provoquées sous un antipsychotique susceptible de provoquer des morts subites. Et dans cette réanalyse des données qui avaient été déclarées dans la base de données soumise à la FDA, le comité d'adjudication, donc les gens qui se sont réunis pour examiner sur dossier les causes de décès, ont estimé ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec le diagnostic initial sur
le caractère subi de la mort dans 30% et même sur la cause de décès dans 30% des cas. Donc l'analyse des causes de décès, des circonstances de décès, et ça fait 30 ans que je fais ça, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué d'être certain de la cause d'un décès. Et puis, concernant le risque relatif, il faut garder en tête que si on prend un cas d'exemple d'une étude, 1000 patients sous placebo, 1000 patients sous médicaments, sans événement critique dans le groupe placebo, 20 dans le groupe médicament, on a donc un risque placebo de 10%, de 2% dans le groupe médicament. Ça fait un risque relatif 2 divisé par 10, 0,2, et donc une réduction du risque relatif de 80%. Si on prend l'inverse de la réduction, donc un risque absolu, une différence entre 2 et 10 de 8%. Ce qu'on appelle le nombre nécessaire à traiter, ça marche aussi à faire du mal, qui est l'inverse de ce risque absolu, on est à 12,5 patients, 12 à 13 patients. Maintenant, si on prend la même étude et qu'on a cette fois-ci 20 événements critiques pour le groupe placebo et 4 pour le groupe médicament, on a toujours un risque relatif de 20%, on a toujours une réduction du risque relatif de 80%, mais cette fois-ci, on a une réduction du risque absolu de 1,6 et donc un number needed to treat de 62,5 patients. Tout ça pour dire que le risque relatif ne donne aucune information sur l'ampleur du résultat que l'on a obtenu. Or, finalement, quand on fait une étude, ce qu'on veut savoir, c'est pas seulement si elle est positive ou négative, mais est-ce qu'elle est positive avec une ampleur d'effet qui est suffisamment importante pour qu'on s'en préoccupe. Et donc, je ne suis pas partisan d'abandonner la présentation du risque relatif, mais je pense que c'est très important, si on est honnête, de présenter aussi le risque absolu. Et c'est illustré ici dans un énorme travail publié dans le BMJ, donc là encore une très bonne gazette, à partir de la base de données de le UK Biobank, qui est donc une banque gigantesque de données anglaise, sur 427 000 personnes, hommes et femmes, dont 31 prenaient des suppléments en huile de poisson, donc riches en oméga 3, EPA, DHA. C'est une discussion éternelle sur l'intérêt des oméga 3 dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et donc, ils ont mis en évidence une réduction de toute une série de risques, y compris mortalité totale, donc avec un hazard ratio, un rapport de risque, un risque relatif pour faire plus simple, de 0,87, donc une réduction de 13% du risque de mourir si on prend des huiles de poisson, avec un intervalle de confiance qui, vous voyez, lèche le 10%, avec certaines différences. Tout ça est hautement significatif, puisque les effectifs sont gigantesques, donc on obtient une significativité statistique. Mais si vous regardez la différence de risque absolu, vous êtes à 0,1% de différence. Et même sur les autres critères, c'est dans le bruit de fond de la virgule. Donc, en fait, on amplifie, en présentant un risque relatif, on amplifie l'impression d'un phénomène extrêmement important qui permet ensuite d'aller dans les magasins, trouver des produits en vente ou sur Internet qui vous disent qu'il faut manger des huiles de poisson pour ne pas mourir d'atroces souffrances de maladies cardiovasculaires. En fait, c'est toujours la même chose. Il y a quelques essais qui ont montré un bénéfice de ces traitements dans des modèles essais cliniques randomisés, faible ampleur, dans des populations à haut risque, notamment chez les hémodialysés. Récemment, il y a un papier qui est sorti assez crédible sur l'intérêt des supplémentations à forte dose. C'est pas du beurre Saint-Hubert qui suffit. Des supplémentations en EPA et DHA à forte dose pour réduire un tout petit peu les événements cardiovasculaires chez les hémodialysés. Et donc tout ça relève de quelque chose qui est anciennement décrit par un prix Nobel de chimie, Irving Langmuir, sous le terme de pathological science, la science pathologique. Je vous incite à taper ces termes dans Google, vous allez voir, on tombe sur des choses très intéressantes. Et en fait, lui, il n'était pas du tout dans le domaine médical, mais il critiquait le fait qu'on mette en évidence et on hypertrophie des différences de très faible amplitude avec un agent causal d'intensité à peine détectable, une ampleur qui est indépendante de l'intensité de la cause, donc pas de relation dose-effet, quasiment un effet proche de la détectabilité. Or, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent une force de frappe telle qu'on est capable de mettre en évidence des différences absolument minuscules et donc forcément inquiétantes. La presse s'en lèche les babines.
Et donc, voilà, la science pathologique, on n'est pas loin de ce danger de verser dans la science pathologique quand on prend trop de valeur sur ces différences minimales. Et puis, je vous incite aussi, parce qu'il faut rire un peu, à regarder, ça date de 15 ans ou de 10 ans, cette chronique de John Oliver. Vous avez l'adresse YouTube, j'ai vérifié encore hier, elle est toujours active, où il discute avec humour de toutes ces informations que l'on reçoit sur des essais. En l'occurrence, une étude qui montre que boire un verre de vin rouge est aussi efficace que de faire 1 heure de gymnastique chaque jour. Là, il se révolte contre ce résultat. Et il décrit très bien, c'est très drôle et en même temps très intelligent parce qu'il ne nie pas la nécessité de faire des études. Et moi non plus, je ne la nie pas. Et elle est effectivement importante. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une association n'est pas la preuve d'une relation causale. Et sur le site indiqué en bas de cette diapositive, vous avez une kyrielle de corrélations très amusantes et très sérieuses, documentées. Les sources sont documentées. Ici, la corrélation très forte qu'il y a entre le nombre de personnes qui se sont noyées dans les piscines et la puissance générée par les centrales nucléaires aux États-Unis. Donc, une très, très belle corrélation. Et il y en a plein d'autres sur le site, allez voir. Et par ailleurs, on ne peut pas déduire de cette image que la boîte qui est en bas pèse 1000 fois plus lourd que la boîte qui est en haut. Ici, il s'agit de toute évidence d'un ce qu'on appelle un biais protopathique. La barre a été pliée avant que la boîte n'arrive dessus. Et donc, il faut quand même toujours garder ça en vue. Et c'est un élément qui a été largement plébiscité par Sir Bradford Hill, qui, en 1965, a proposé 9 critères qui sont nécessaires à l'établissement, enfin nécessaires ou utiles à l'établissement d'une relation causale en épidémiologie et d'une manière générale en sciences, avec ces 9 critères. Je ne vais pas les détailler, certaines d'entre vous les connaissent très bien, mais qui, en gros, ce n'est pas parce qu'on a une association que cette association est causale. Il faut des conditions pour la mettre en évidence. Et c'est peut-être ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup de bruit de fond dans ces études qui sortent. Et j'ai repris une diapositive de Ioannidis, qui est celui qui est le plus grand pourfendeur d'études qui montrent des résultats exotiques, où il a regardé tous les résultats d'études, les risques relatifs entre nutrition et cancer pour différents types de cancers et pour différents types de produits alimentaires. Et ce qui montre dans cette diapositive, c'est qu'il y a une fantastique variabilité des études qui montrent des résultats parfois favorables, parfois défavorables, un bruit de fond considérable. Et puis, je préciserai que même s'il est clair que le sucre n'est pas très bon pour la santé, que le sel n'est pas très bon pour la santé, que le bacon n'est pas très bon pour la santé, je vous jure que si vous mangez des oignons, vous n'allez pas réduire de 90% votre risque de faire un cancer. Et donc, il y a du bruit de fond dans ces études. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, ça veut dire que certaines sont probablement plus biaisées que d'autres et qu'il faut apprendre à les lire. Et puis, plus récemment, a été fait une analyse qui, là, s'est disciplinée à regarder les relations entre nutrition et maladies cardiovasculaires sur les critères de Bradford Hill et qui a présenté ce qu'il juge comme étant des preuves fortes, des preuves fortes mais avec des limites importantes, et puis des données qui sont assez peu crédibles. Et même quand je vois un tableau comme ça, sur ces différentes pathologies et ces différents produits, moi qui suis un amateur de viande rouge, je me demande si le critère de spécificité consistent evidence signifie que quand on est végétarien, on ne peut pas faire d'infarctus du myocarde. Je trouve que cette présentation me paraît un tout petit peu trop binaire. Enfin, bon, je ne suis pas là non plus pour nier l'existence d'une relation entre nutrition, cancer, nutrition, maladie cardiovasculaire, surtout pas un mois après que Serge Ekberg nous ait parlé du Nutri-Score dans cet amphithéâtre. Je suis juste en train de dire qu'il faut prendre la mesure de l'ampleur du phénomène. Autre problème, le manque de rigueur ou de précision dans l'évaluation des critères de jugement des études. Il était connu depuis déjà
pas mal d'années que lorsqu'on évalue quelque chose d'aussi simple qu'un infarctus du myocarde et qu'on fait évaluer par un comité indépendant les données qui ont été présentées, on a des désagréments. Et en l'occurrence, sur les 404 désagréments avec les investigateurs qui rapportaient un infarctus du myocarde, dans 80% des cas, les investigateurs étaient d'accord pour dire que le comité d'adjudication avait raison. Et quand ils avaient tort, le comité d'adjudication considérait quand même que l'investigateur avait tort de maintenir que c'était un infarctus du myocarde. Là encore, données anciennes, dans des causes de décès, une étude de la cordarone, de l'amiodarone dans les suites de l'infarctus du myocarde montrait un résultat significatif mis en avant sur la réduction des morts de causes rythmiques, avec pas d'effet sur la mortalité totale, avec un superbe éditorial intitulé « Dead is dead ». En gros, si les patients meurent, quelle que soit la cause, c'est que ça ne va pas. Et finalement, vouloir chercher à démontrer une réduction de la mortalité rythmique parce qu'on donne un antiarythmique est assez absurde, parce que si le patient est mort, c'est un échec de toutes les manières. Alors, cette question de savoir s'il faut adjudiquer les événements cliniques dans les essais a fait l'objet de débats, et c'est très bien. Alors, Novartis a repris toutes ces études et a dit « chez nous, pas de problème. Les investigateurs ou les adjudicateurs, ça donne les mêmes résultats ». Et puis, il y a d'autres études qui ont montré des différences, parfois faisant changer la significativité statistique de l'étude selon qu'elle était fondée sur les avis des investigateurs ou sur l'adjudication faite par un comité travaillant en aveugle de manière indépendante. Et puis, une expérience personnelle qui montre la différence, la difficulté qu'il y a à placer le curseur là où il faut. Une étude au cours de laquelle, dans un des groupes traités, il y avait une différence énorme en termes de mortalité subite. Il se trouve que j'étais le chairman du comité d'adjudication de cette étude et que lorsque j'ai lu ce papier qui s'apprêtait à être envoyé au Lancet, avec un accord de principe de la part de l'éditeur qui trouvait ça très intéressant, qui s'apprêtait à le publier, en voyant le papier qui m'a été envoyé, je trouvais que c'était bizarre que je ne retrouvais pas toutes les morts de causes inconnues qu'on avait adjudiquées, parce qu'on n'avait pas l'information. Et donc, j'ai signalé ça en disant que ça me paraissait bizarre. Et on m'a dit, mais en fait, on a pris les données des investigateurs. Le laboratoire, enfin, une personne du laboratoire, il a été viré depuis, avait décidé qu'il n'était pas content de ce que nous, on avait adjudiqué en aveugle et qu'il avait donc pris les résultats de l'investigateur. Donc j'ai hurlé, j'ai dit qu'il fallait enlever mon nom du papier, que j'écrirais au Lancet pour dire que ce papier était trafiqué. Enfin bref, on m'a dit tu es intenable. Et on a réuni les membres du steering committee, des membres du steering committee, plus des membres du comité d'adjudication, et on a repassé en revue tous les décès de l'étude. Et ça a donné ça, qui est, vous le convenez, pas tellement différent. Sauf que statistiquement, c'est plus la même chose. Vous voyez, on passe d'un hazard ratio de 0,35 à 0,5 et le petit p n'est plus significatif. Fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que l'étude manquait de puissance pour démontrer un effet qui était effectivement bien réel. Sauf que, du coup, au lieu de sortir dans Lancet, c'est sorti dans cette revue qui n'est pas prédatrice, mais qui n'est pas suffisamment importante pour être dans la liste des revues recommandées de la CDD et du CNU Santé. Et puis très récemment, il y a 15 jours de ça, il y a une étude qui a été sortie, très belle étude, toujours dans le New England, sur l'intérêt des bêta-bloqueurs dans le post-infarctus, qui est une vraie question. On se pose la question de savoir si ça sert encore à quelque chose de donner des bêta-bloqueurs dans le post-infarctus, parce que les études qui ont montré l'intérêt de cette pratique remontent aux années 80, quand l'infarctus n'était pas géré de la même manière. Et cette étude a été fondée sur des analyses des bases de données épidémiologiques norvégiennes et danoises, qui sont, comme vous le savez, les plus fiables au monde. Toute la population norvégienne, suédoise et danoise sont saisies dans des bases de données qui ne sont pas des bases de données administratives, qui sont très médicalisées. Et donc, un comité d'adjudication a été saisi pour reprendre toutes les données qui étaient déclarées dans ces bases avec des diagnostics de type infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, revascularisation coronaire non programmée, accident vasculaire cérébral, etc. C'est des diagnostics, on n'est pas dans la subtilité. La cardiologie, c'est quand même relativement simple par rapport à la cancéro, la psychiatrie. Vous imaginez la facilité qu'il y a d'avoir ces diagnostics-là. Et bien, dans 17%, 40%, 29% des cas, ils ont rejeté l'événement qui était déclaré dans cette base de données considérée comme étant extrêmement fiable. Moi, ça m'interroge sur la valeur des signaux qui sortent de ces bases de données. Je ne dis pas qu'ils sont tous faux. Je dis que s'ils ne sont pas amples,
j'ai des doutes sur la fiabilité qu'il y a de faire des conférences de presse autour. Et puis, dans un autre registre, un excellent papier des cardiologues de maison, donc je ne vais pas les critiquer, je pourrais, mais en l'occurrence, une très très belle étude qui a étudié l'intérêt de l'arrêt des bêta-bloqueurs au moins 6 mois après un infarctus du myocarde, qui était une question suggérée par des études secondaires à d'autres essais, montrant que après 1 an, il n'était pas évident que maintenir des traitements bêta-bloquants chez des patients qui avaient fait un infarctus et qui n'avaient pas de complications, fraction d'éjection normale, ils étaient à bas risque, fallait-il les maintenir? Et donc, dans cette étude, c'est une étude de non-infériorité. Le but est que la moustache de cet intervalle de confiance ne dépasse pas la marge préspécifiée, en l'occurrence exigeante, pas moins de 3% sur l'extrême réponse possible. Et en l'occurrence, dans cette étude, dans leurs critères primaires qui regroupaient décès, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et hospitalisation pour raisons cardiovasculaires, ils n'ont pas montré que la non-infériorité n'était pas franchie. En clair, ils démontrent que, continuer les bêta-bloqueurs est favorable et qu'on ne peut pas dire que l'arrêt est non inférieur à la continuation. Mais tout ça s'explique entièrement par les hospitalisations pour raisons cardiovasculaires. Les décès, l'infarctus du myocarde et les AVC, pas de différence et pas de signal délétère. Donc ça interroge sur c'est quoi les hospitalisations pour cause cardiovasculaire. Et quand on les regarde, leur définition, c'était hospitalisation prévue ou imprévue, quelle que soit sa durée, ou consultation d'urgence, imprévue ou intervention invasive réalisée chez les patients de l'étude pendant le suivi de l'étude. Là-dedans, il y avait des coronarographies simples, les saignements, les valvulopathies, toute une série d'événements pertinents, mais peut-être pas pertinents au regard du suivi post-infarctus des patients. Et en fait, quand on lit les documents joints à l'article, il y en a 70 pages, on n'a pas le détail de ces différents événements. En fait, on les retrouve dans un papier qu'ils ont sorti 1 an après pour démontrer qu'en fait, le principal signal était chez des patients hypertendus. Donc, c'est de l'analyse fine, secondaire, ça n'a pas un poids absolu, mais ça montre la difficulté qu'on a à gérer l'information qu'il y a cachée derrière ces termes, notamment dans les critères composites. Et puis, autre diapositive un peu ancienne, mais j'accélère parce que je vois que je suis trop bavard comme d'habitude, c'est le fait de travailler en insu est une garantie de fiabilité de l'évaluation des résultats, et que quand on travaille sur des outcomes, des devenirs qui ne sont pas la mortalité, mortalité toute cause, c'est fiable, dead is dead, mais pour le reste, on a toujours tendance, quand on ne travaille pas en aveugle, à donner un avis plutôt favorable, à hypertrophier, à exagérer l'effet des interventions. Autre phénomène, l'utilisation d'un critère de substitution qui n'a pas été validé de manière appropriée. C'est très difficile, les critères de substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un critère qui remplace le critère clinique. Il évolue systématiquement de manière parallèle et proportionnelle aux critères cliniques. C'est donc très rare d'avoir un vrai critère de substitution. C'est un vrai problème, parce qu'évidemment, c'est plus facile de mesurer le LDL cholestérol que de compter les morts et les blessés chez les hyperlipidémiques. Eh bien, dans cette étude, là encore publiée dans une revue majeure, pour le critère de jugement intermédiaire utilisé dans l'évaluation des immunothérapies des cancers, cette revue systématique avec méta-analyse, donc le sommet de la pyramide du niveau de preuve, révèle que si on prend le critère incontestable de la survie globale, les critères intermédiaires de la survie sans progression, qui est un des items très appréciés des oncologues, où le taux de réponse objective, défini par les auteurs, ne sont pas du tout corrélés à la survie globale, qui est un paramètre plus robuste. Et qu'en fait, ce qui est le mieux corrélé à la survie globale, c'est la survie globale à 1 an. Donc à 1 an, si on est en bonne forme, ça prédit un bon outcome plus loin. Et donc, ça illustre la difficulté qu'il y a, et là, on n'est pas en cardio, à trouver un bon critère de substitution pour évaluer nos pratiques.
Et juste pour donner un exemple, ces critères de substitution ont été analysés dans les approbations accélérées de l'Agence européenne du médicament sur la période 2011-2018. Et procédure accélérée ou procédure de mise sur le marché conditionnelle à la réalisation d'études. Dans 100% des cas, pour les analyses conditionnelles, l'approbation était donnée sur un surrogate qui n'était pas validé, et dans 80% des cas pour les procédures accélérées. Donc ça veut dire qu'on n'est peut-être pas assez exigeant sur le niveau de preuve que l'on demande dans ces études. Et puis c'est valable aussi pour les essais cliniques randomisés. Ici, une étude récente qui cherche à promouvoir la prescription d'un produit dans le traitement des cancers du sein précoces à haut risque, et qui, après avoir inclus 2800 patients par groupe, arrive à montrer une différence statistiquement significative d'une amplitude extrêmement faible au bout de 5 ans, sachant qu'au bout de 7 ans, il y a quasiment plus de malades qui ont été suivis sur cette durée, pour un traitement qui a un coût annuel de 40 000 € par patiente et par an. Et donc on se demande si réellement ça mérite d'avoir une autorisation de mise sur le marché et surtout un remboursement pour un effet d'une amplitude aussi faible. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de débats dans le milieu. Je ne suis pas oncologue, donc je ne vais pas m'avancer sur ce point, mais c'est une vraie question sur l'évaluation. Réanalyse d'un ou plusieurs essais cliniques regroupés en utilisant un sous-groupe favorable, c'est une grande spécialité des cardiologues. Une étude négative avec un critère de composite fait de ces 3 items qui arrivent à ne pas montrer de différence. Donc on n'a pas le droit de faire de tests statistiques sur les éléments qui composent le critère composite. Et en fait, sur les accidents vasculaires cérébraux, cette étude d'un anticoagulant direct chez les patients coronariens insuffisants cardiaques en rythme sinusal, avec un intervalle de confiance qui laissait supposer une différence statistiquement significative. Sauf qu'on n'a pas le droit de le dire parce que c'est le dogme actuel. Donc les auteurs ne se sont pas fatigués, ils ont décidé de reprendre ce groupe-là et de faire une analyse spécifique sur ce critère-là. Donc ils savaient très bien quelle était la réponse, elle est là. Et donc, ils ont bien entendu trouvé effectivement exactement le même résultat que ce qu'ils avaient là, puisque ce sont les mêmes patients. Avant de faire l'étude, ils savaient quel était le résultat. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans leur introduction, ils ont expliqué qu'ils ont fait cette étude dans le but d'établir le bénéfice clinique net de la molécule. Donc moi, quand je fais une recherche, et j'espère vous, quand vous faites une recherche, je ne cherche pas à démontrer le bénéfice. Je cherche à tester l'hypothèse qu'il puisse y en avoir un, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais en tout cas, clairement, ce n'est pas une bonne manière de traiter des données. La bonne manière, c'est malheureusement de se refaire une étude spécifique pour regarder si les AVC sont réduits par ce traitement dans cette indication. Et puis je termine avec le dernier exemple, qui sont le choix d'un groupe témoin non optimal. Évidemment, si vous vous battez contre beaucoup plus faible, vous allez gagner. Et donc ça a été montré pour les études soumises à la FDA et les AMM délivrées pour les anticancéreux, où dans cette analyse, pour pratiquement toutes les indications, un certain nombre d'études étaient comparatives à des groupes qui étaient plus faibles que le traitement administré. Donc forcément, le traitement administré sort gagnant. Et donc, tous ces trucs, que je les ai résumés dans ces papiers, je fais un peu de pub parce qu'ils sont publiés dans des revues relativement confidentielles et pas très lues, donc je les ai mis sur HAL. Et en fait, je reprends dans un tableau les différents exemples que je vous ai montrés marqués par des flèches. Il y en a d'autres. J'avance parce que je suis en retard et je ne voudrais ne pas terminer mes 3 dernières diapositives. Il y a aussi la non-inclusion de patients dans un essai clinique randomisé lorsque leurs caractéristiques sont susceptibles de donner des résultats négatifs. Dans le développement des médicaments, les industriels, l'enjeu est tel qu'ils vont inclure des patients qui vont être répondeurs. Et ça, c'est l'intérêt des études épidémiologiques, c'est qu'en observationnel, on prend tout ce qu'il y a. Et donc, loin de moi l'idée de dire que les essais cliniques randomisés sont la seule source d'informations pertinentes. De temps en temps, c'est totalement tordu dans les essais randomisés et ce sont les études observationnelles qui permettent de réellement savoir quel est le bénéfice attendu. Et donc, il peut y avoir des distorsions et des torsions dans l'évidence-based médecine. Et je cite mon regretté maître Philippe Coumel,
qui, lors d'une conférence qu'il avait fait aux États-Unis, en annonçant 10 ans avant tout le monde que les bêta-bloqueurs étaient le seul traitement de l'insuffisance cardiaque qui avait un impact rythmologique, il avait terminé devant un auditoire absolument ébahi en disant que si je ne vous ai pas convaincu, j'espère avoir au moins semé le doute dans votre esprit. C'est pas une traduction fidèle parce que la dernière phrase était « I hope that I have at least confused you ». Semer le bordel dans votre raisonnement. Mais je ne voudrais pas que cette présentation soit utilisée par des complotistes pour dire que tout ce qui sort de l'évidence-based medicine est biaisé. Et donc, il faut rappeler que l'évidence-based medicine est la seule source fiable d'évaluation des pratiques et des données de santé, que les études observationnelles et les essais cliniques sont nécessaires et ne sont pas en compétition. Le débat des gens qui s'opposent entre les adeptes de chaque méthode, c'est absolument absurde. Que les publications donnent toutes les informations qui permettent d'évaluer les limites de leur méthode. Donc il faut simplement prendre le temps de les lire et d'aller chercher les documents en annexe. Que si les méthodes sont rigoureuses, les résultats, qu'ils plaisent ou non, sont intéressants à prendre en compte. Un résultat n'est pas attaquable si la méthode est rigoureuse. Et que par nature, la science médicale, c'est pas la physique quantique et que donc forcément, il y a un bruit de fond plus important, il faut donc apprendre à lire, et que la variabilité des méthodes, notamment des critères de jugement, et la finalement assez faible taille des effets que l'on montre, explique, à mon sens, très certainement, en grande partie, la soi-disant crise de la réplicabilité qui, vous savez, fait l'objet de toutes les communications de Robert Kennedy, qui explique que tout ça, c'est nul parce qu'on n'arrive pas à répliquer les résultats des études. Évidemment, puisque les effets sont faibles et qu'il y a un certain bruit de fond, les méthodes ne sont absolument pas les mêmes et il suffit de changer pas grand-chose, vous avez vu sur l'exemple que je vous ai montré, pour que des résultats changent. Et donc, vive la médecine fondée sur des preuves. L'immense majorité des résultats sont fiables, sont justes. Les approches, elles sont peut-être critiquables, mais elles sont améliorables, et d'ailleurs en constante voie d'amélioration, y compris pour les essais cliniques randomisés et pour les études observationnelles. Et elles restent les plus fiables pour fonder les pratiques médicales. Rejeter le BM, c'est archaïque. On ne va pas revenir 2000 ans en arrière à l'époque des chamans et des sorciers. Et en plus, ça relève du complotisme. Il suffit de lire la presse tous les jours pour le voir. Mais on ne peut pas nier que l'édition scientifique est une jungle qui déteint sur la qualité des productions, que l'amplitude des différences et des effets est souvent faible si on prend en compte la variabilité, que les effets sont parfois exagérés par optimisme des auteurs, par intérêt commercial ou par désir de vendre du papier de presse, que les données sont parfois torturées pour réussir à leur faire avouer ce qu'on a envie de leur faire avouer et qu'à l'occasion, elles vont jusqu'au trafic pour arriver à un résultat que donc quand vous lisez la littérature et que vous évaluez l'évidence-based medicine, la position à adopter, c'est une position précautionneuse. Donc je livre, c'est ma dernière diapositive, quelques principes d'intégrité scientifique idéal. D'abord, concevoir l'étude pour avoir autant de chances de démontrer un résultat positif que négatif. Je n'ai pas d'intérêt sur les résultats d'une étude que je pratique. Et j'allais dire, idéalement, je devrais même me mettre dans les conditions qui me permettent de tester d'hypothèses contraires à ce que je pense. Si je crois à quelque chose, je vais essayer de démontrer le contraire. Inclure des patients le plus proche de la vraie vie. Choisir des critères de jugement qui soient cliniquement pertinents, pas ambigus et homogènes si je prends un critère composite. Et c'est très bien de prendre des critères composites, on n'a pas le choix. Mais il faut être sûr de ce qu'on mesure dans ces critères. Travailler en insu, vérifier que les événements cliniques qui sont déclarés sont bien réels. Et ça, en épidémio, ça pose un énorme problème. Je suis frappé par ce papier du New England il y a 3 semaines qui montre que les meilleures bases de données contiennent des informations qui ne sont pas totalement fiables. Évidemment, ne pas manipuler l'analyse des données et ne pas surjouer les résultats parce qu'on ne fait pas de la recherche pour des actionnaires de laboratoire ou pour gonfler son ego. Et donc, la position à avoir, c'est celle-là. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Christian, pour cette conférence. Je voudrais revenir sur le début, notamment sur l'inflation de production scientifique. Il y a une courbe que tu n'as pas montrée, c'est alors que l'inflation est considérable pour le nombre de papiers publiés, le nombre de chercheurs, lui, bouge pas beaucoup. Et donc, on se demande comment ils trouvent le temps d'écrire tout ça. Et on revient sur la notion qu'il faut évaluer notamment les chercheurs sur le plan individuel par du qualitatif et pas du quantitatif.
et que tout est fait aujourd'hui, y compris dans la façon dont les mairies sont attribuées à un hôpital, pour inciter à la production de beaucoup et aussi donc de tout et n'importe quoi. Alors c'est vrai que le publier ou périr est mortel pour la qualité de la production et que ça amorce un mouvement qui vise à analyser plus qualitativement que quantitativement les recherches et les productions scientifiques. Maintenant, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un indice fut-il mauvais et de compter des points que de faire une analyse qualitative. Mais clairement, c'est un mouvement qui est en train de s'amorcer, notamment les indices bibliométriques, l'impact factor, j'en ai pas parlé parce que c'était pas mon sujet principal. L'impact factor est trafiqué par les revues prédatrices qui sont capables de faire monter leur impact factor. Donc l'impact factor ne signifie plus rien. Enfin, pas plus rien. L'impact factor du New England, il reflète quelque chose. Mais les impact factors sont traficables. Et du coup, il y a un mouvement qui est adopté par plein d'institutions, notamment Sorbonne Université, mais l'INSERM et d'autres universités, qui visent à ne plus prendre en compte les indices bibliométriques, l'impact factor, le H-index, pour évaluer les carrières. Maintenant, il va falloir mettre en place des indices qualitatifs qui soient opérationnels. C'est beaucoup plus de travail d'analyser la qualité que la quantité. Donc, bonjour, je m'appelle Brieux, je suis un des étudiants en médecine. Donc moi, je commence un peu à voir un peu ce que c'est la médecine. Et j'ai une question et une pensée. Ma première question, c'est au vu du nombre d'informations qu'on a, c'est-à-dire toutes ces... Parlez bien fort parce que je suis très sourd. Le nombre d'informations qu'on a avec les journaux, toutes les études qu'on a, effectivement, ça fait une énorme quantité d'informations qu'on nous transmet en termes de recommandations qui déjà changent entre les hôpitaux. Et donc déjà, c'est déjà un peu compliqué à savoir où on met les pieds. Donc ça, pour nous, c'est très compliqué, je pense, d'avoir une vision qui est simple de la médecine qui nous permet d'être plus simple dans la prise en charge et plus efficace finalement. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport au fait que pour les patients aussi, c'est la même chose. Et je pense qu'il y a aussi une côté où les patients qui vont vers des médecines dites alternatives ou ce genre de choses retrouvent une côté simpliste, enfin une simplicité, je ne sais pas si le terme est exact ou si vous me comprenez, mais les patients ils recherchent un peu de stabilité, contrairement à tout le doute que peut apporter justement la science, parce que la science, c'est un modèle et on doute, c'est ce que vous avez si bien expliqué, on doute du modèle pour pouvoir améliorer le modèle. Mais les patients, ils veulent juste une stabilité qui est robuste, et celle-là, je ne sais pas comment leur apporter. Et c'est vrai que les médecines dites traditionnelles ou alternatives, ou qui parfois peuvent effectivement aider, sont la plupart du temps délétères pour les patients, et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Alors j'espère avoir bien compris les deux parties de la question. Bruno, tu rectifieras si je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Sur les recommandations, c'est comme les procédures. C'est fait pour ne pas être suivi. Je provoque volontairement, mais c'est fondamental de garder en tête qu'une recommandation, c'est une recommandation. Elle est fondée, ça a été montré, sur beaucoup de recommandations sont fondées sur des avis d'experts. Et vous avez vu où se situe l'avis d'experts dans le niveau de preuve que j'ai montré au début de cette présentation. Et donc, elles sont utiles, ces recommandations, parce qu'elles regroupent des avis fondés sur des experts, des expertises collectives, des données publiées, fiables et analysées. Donc, je ne dis pas qu'il faut les jeter. Mais je dis que face à un patient, rappelez-vous, l'évidence-based médecine, la première ligne, c'est l'expérience du clinicien. Et donc, de débrayer par rapport à une pratique lorsque on a des bons arguments pour ne pas suivre une recommandation, me paraît tout à fait acceptable. Et j'allais dire que j'ai été membre du comité des guidelines de la Société européenne de cardiologie pendant des années. Et j'avais été invité au Luxembourg pour parler d'un projet que le ministre de la Santé du Luxembourg avait de ne plus rembourser les médecins
qui avaient des pratiques qui n'étaient pas adossées sur des recommandations. Et donc, je suis allé à Luxembourg pour dézinguer les guidelines de la Société européenne de cardiologie en expliquant que ce n'était pas fait pour être la Bible. Donc, les recommandations sont imparfaites. Elles sont utiles, néanmoins, en fait, c'est un peu comme un conseil. Les conseils sont faits pour être analysés et être adaptés à la situation qu'on a. Et puis, vis-à-vis du patient individuel qui ne va pas entrer dans les bonnes cases, on est bien d'accord, et c'est peut-être là où l'intelligence artificielle va être la plus utile à l'avenir, puisque sur des grosses masses de données, elle sera capable d'analyser des circonstances que l'humain n'est pas capable de faire avec les techniques conventionnelles. Mais il y a un énorme danger qui tient à la qualité des données sources. Et donc, c'est pour ça que j'expliquais la difficulté, y compris dans l'étude de non-infériorité des bêta-bloqueurs dans le post-infarctus, lorsqu'on les arrête. Très belle étude, au demeurant. Mais la notion de hospitalisation pour cause cardiovasculaire, c'est pas suffisant pour savoir si réellement il y a de l'information médicale derrière. Et donc, la qualité de l'information source est la clé de l'avenir sur la qualité des données, j'en suis absolument convaincu. Merci Christian. Tu as beaucoup parlé du risque alpha. Tu nous as rappelé qu'il était rigoureusement arbitraire, c'est tout. Tu nous as rappelé l'inflation du risque alpha. Le risque alpha, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible, publiée. Mais le risque bêta, lui, on ne le voit pas, puisque par définition, il n'est jamais publié. Or, le risque bêta, c'est en fait qui se définit comme l'absence de preuve, n'est pas la preuve de l'absence. Le risque bêta, il a un caractère non éthique. C'est-à-dire que si une étude est débutée en sachant qu'on ne pourra pas faire la preuve d'une différence si elle existe, c'est quelque chose de non éthique. Or, encore une fois, ce risque bêta, on ne le voit jamais puisqu'il est sous les radars, puisqu'il ne sera jamais publié. Donc je trouve que c'est un problème tout aussi important que tous les autres qui ont été évoqués. Alors, je te trouve un peu dur de dire qu'il n'est jamais publié, parce que pratiquement toutes les études, en tout cas les essais cliniques randomisés, donnent toujours le risque bêta, la puissance attendue de l'état, le calcul d'effectifs pour une puissance donnée. En épidémiologie, tu parles des études observationnelles ? Même dans les essais cliniques, il est donné quand l'essai est positif. Mais si l'essai n'est pas positif, il n'est pas publié, donc il n'apparaît pas. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La publication des résultats qui ne montrent rien, elle n'est pas faite. Donc c'est clair qu'il y a une incertitude, mais tout ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, l'amplitude des effets est relativement modeste. Même pour les médicaments qui marchent, l'amplitude des effets... Alors, l'amplitude des effets des vaccins, et là je m'adresse aux complotistes qui vont regarder cette vidéo, l'amplitude des vaccins, là, il n'y a pas photo. Là, on n'est pas dans des petits P qui rasent les fesses. C'est énorme. Donc, les gens qui contestent l'amplitude d'un tel signal, c'est n'importe quoi. Dans les essais médicamenteux, c'est plus subtil. Alors, je ne suis pas en train de dire que si on réduit de 15% un risque, c'est négligeable et qu'il ne faut pas s'y intéresser. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'avenir, et c'est là où je pense que l'IA peut apporter, l'avenir, et je parle là en pharmacologue clinicien, qui est de dire le problème, c'est pas tant de savoir si une moyenne d'un groupe fait mieux qu'un autre groupe. La question est d'identifier quels sont les répondeurs. Quels sont les répondeurs de la même manière qu'on cherche à identifier quels sont ceux qui sont à risque d'un événement indésirable. Et donc, le problème de l'identification des répondeurs est la clé de l'avenir de l'évaluation de l'évidence-based medicine. Pas de groupe moyen répondant comme ci et de groupe moyen répondant comme ça. On aimerait identifier qui sont les répondeurs. Et d'ailleurs, dans le papier de non-infériorité des bêta-bloqueurs, ils ont fait un travail, je trouve intéressant, qui est de détecter le fait que les hypertendus étaient ceux qui expliquaient la non-infériorité du groupe interruption des bêta-bloqueurs. Alors, c'est une analyse secondaire, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir le retester dans des études ultérieures. Bonsoir, donc Renaud Piarou en parasitomico aussi, comme Frédéric. Il y a un mois, donc, on a eu Serge Egbert qui nous a parlé du Nutri-Score et qui nous a expliqué que un certain nombre d'études, en fait, selon qui commanditait l'étude, on avait des résultats différents.
Et ça posait des problèmes parce qu'on sentait bien que l'industrie commanditant des études essayait d'obtenir des résultats qui allaient en leur faveur. On a dans les études cliniques un peu des problèmes similaires, c'est-à-dire que ça coûte cher à faire, c'est très subtil de regarder les différences et il faut être vraiment très affûté pour les voir, et encore ça n'empêche pas les papiers de sortir dans des grandes revues. Est-ce qu'il a été démontré que selon qui payait l'étude et ce qu'il y avait dans la section remerciements et conflits d'intérêts, on avait des résultats différents, et est-ce que des mesures sont prises pour réguler ce point-là? Alors, c'est une très bonne question, et évidemment la réponse est oui. Il a été démontré que les études qui ont été sponsorisées par des industriels ont beaucoup plus de chances d'être publiées avec des résultats positifs que d'autres études. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il faut être vigilant et avoir la position de la souris, c'est-à-dire de faire très attention quand on dit des études de l'industrie. L'étude que je vous ai montrée, celle-là, c'est une étude clairement poussée par des industriels qui voulaient absolument aller jusqu'à démontrer un bénéfice avec une différence statistiquement significative dont on n'a rien à faire, pour un coût totalement délirant. Et donc on a envie de dire, soyons responsables, on va pas avancer là-dessus. Donc oui, les industriels sont biaisés, mais tout le monde est biaisé. Quand je faisais un cours aux étudiants sur première année de médecine, enfin pas encore en médecine, au PACES, sur l'histoire du médicament et les biais qu'il y a dans leur évaluation, je disais, vous n'allez pas demander à un laboratoire de dire que son produit n'est pas un produit qui marche. Mais vous n'allez pas demander à Bruno Rioux d'expliquer aux étudiants qu'il faut qu'ils aillent s'inscrire à Necker pour faire leurs études de médecine. On est tous biaisés. Et moi aussi, je suis biaisé. Je confirme. Bonsoir Christian, merci beaucoup pour ce topo. Petite question, dans la pyramide des preuves, il y a une nouvelle entité qui est en train de sortir, qui est les essais émulés ciblés. Donc on essaye de reproduire un essai randomisé sur la base de données rétrospectives en ajustant le plus possible sur les différents biais qu'on a, avec récemment des nouvelles guidelines qui permettent d'affiner cette méthodologie et d'être de plus en plus rigoureux. Qu'est-ce que tu prédis par rapport à ce type de données qui est intéressante aussi parce que c'est issu de données de la vie réelle et donc tous les biais de sélection des patients n'y sont pas, mais avec bien sûr parfois des biais résiduels dont on n'est pas absolument certain de s'être complètement débarrassé. Merci Paul pour cette question, ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui la poses. C'est ce que je disais sur les améliorations à l'avenir de toutes les méthodes qui se développent. Donc je prédis que c'est intéressant et je prédis qu'il faut faire gaffe. Parce que plus on torture les données, plus on va réussir à presser le citron et à en sortir quelque chose. Donc on ne s'affranchira pas de se poser la question pertinente qui est finalement, est-ce que c'est une différence d'une amplitude suffisamment intéressante et est-ce qu'on peut identifier les répondeurs? Maintenant, moi je ne maîtrise pas du tout ces techniques-là et c'est clairement les progrès qui ont été faits sur des études observationnelles sont considérables. C'est pas mon monde, mais je sais qu'il y a des techniques qui permettent de mimer des pseudo-essais cliniques en utilisant des techniques d'ajustement et de comparaison, de sélection dans les populations. Mais finalement, le problème revient toujours à c'est quoi la qualité de l'information source dans les bases de données. Et je suis frappé de voir que dans tous les contrôles qualité, on mesure des tas de trucs intéressants, mais on ne se préoccupe jamais de savoir si quand on déclare qu'il y a un infarctus du myocarde, il y a bien un infarctus du myocarde. Et là, c'est simple. Mais en oncologie, comme tu sais, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, ça me frappe considérablement. Et pour travailler sur ces données-là depuis 30 ans, je vous assure que j'ai vu des trucs insensés. Des pneumonies rapportées qui étaient des infarctus qui étaient des embolies pulmonaires, des morts subites cardiovasculaires qui étaient une balle prise dans une rue, une balle perdue prise dans une rue. J'ai tout vu dans ce qui est rapporté. Donc du coup, je me dis quand même le problème, c'est est-ce qu'on peut faire le ménage dans les données sources, ce qu'il y a dans la base. La qualité de ce qui est dans la base, je n'y crois pas. D'ailleurs, je ne crois en rien.
On pourrait dire aussi que quelle que soit la base de données, il y a un moment où il faut aller analyser un petit peu, faire un audit au moins d'une partie Voilà. des informations qui sont générées. Oui, on ne peut pas le faire sur toute la base, mais par sondage, sûrement intéressant. Oui. Moi, je vous parle, je m'appelle Véronique Meyer, je suis patiente. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein. Pour la première fois de ma vie, je dois faire face à un cancer. J'ai été opérée en urgence. La NAPAT est tombée le 10 novembre. J'attends la radiothérapie. J'essaie de comprendre, là, ce que vous montrez, justement. Voilà, ça part du cancer du sein. Je suis moi-même complètement perdue. Il n'y a pas de cancer du sein dans ma famille. Je ne sais pas comment je vais être suivie. Je ne connais pas les conséquences de la radiothérapie. On m'a opérée, tout va bien. Les 2 tumeurs ont été retirées, mais je suis dans l'incompréhension de ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai l'impression que les médecins ne savent pas communiquer avec les patients. On n'explique rien. Donc, qu'est-ce que font les patients comme moi? Ils vont chercher sur Internet pour comprendre. Alors, Et je trouve ça triste d'en arriver là en 2025 parce qu'on est effrayé et le stress est permanent. Merci. Je comprends très bien ce que vous dites et je pense que, notamment en oncologie, c'est effectivement une difficulté majeure qui est que l'information que nous avons est une information qui a une certaine fragilité. Et je ne parle pas des informations tordues, hein, des fake news et des gens qui trafiquent les informations. Même quand les informations sont des informations qui ont été acquises par des bonnes méthodes et publiées dans des bons journaux, il y a un certain bruit de fond qui fait qu'il est extrêmement difficile d'arriver à extrapoler les données moyennées qui sont présentées dans un article pour dire à la personne qu'on a en face de soi, vous êtes dans cette catégorie-là. Et c'est ce que je dis quand je dis le problème, c'est d'identifier les répondeurs ou les répondeuses en termes de succès ou d'échec d'ailleurs des traitements. Et ça, on ne sait pas encore bien le faire. Et je pense que dans l'avenir, on saura mieux le faire. Et c'est là où peut-être un peu naïvement, je pense que l'IA, si elle repose sur des données sources solides, aura une force de frappe considérable. On le voit déjà en anatomopathologie, en imagerie, en dermatologie, même en cardiologie pour l'analyse de l'électrocardiogramme. On est capable, avec ces outils, d'être beaucoup plus précis dans la prédiction du risque individuel. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut dire aux patients, pour que, pas de manière inquiétante, mais pour leur dire la réalité qu'on fait ce qu'on peut pour rapprocher une probabilité de réponse. Parce que dans la pratique, c'est ça. Même quand vous prenez un hypertendu, quand vous donnez un traitement à un hypertendu, vous essayez une molécule et il y a une probabilité que cette molécule n'ait pas l'effet escompté. Il faut le dire, c'est pas forcément la cata, il y aura d'autres approches utilisables. Et donc, c'est vrai que dans le dialogue qu'il y a avec les patients, la question, c'est de savoir d'y passer suffisamment de temps. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de médecins et beaucoup de malades et on passe de moins en moins de temps à parler aux gens. Et c'est regrettable. Merci Christian pour cette conférence. Je vous propose d'arrêter là, de remercier notre orateur. Et pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre la discussion autour d'impôts en haut. Bonne soirée à tous et à toutes.